Sont-ils en danger, menacés ou ils en font tout simplement des trop? Qu'on les aime ou qu'on ne les aime pas, la situation des Banyamulenge en République démocratique du Congo retient depuis quelques années l'attention. Il y a tellement de rapports, il y a tellement de dits, il y a tellement de on-dit qu'aujourd'hui on va tenter de démêler le vrai du faux. On recevra donc dans ce plateau quelqu'un qui est de cette communauté pour nous parler de ça. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Contre nous, soit dit, ce magazine où nous prenons des questions importantes d'actualité, nous les mettons sur la table et l'invité nous accompagne pour tenter d'en parler. On reviendra donc sur cette épineuse question qui secoue l'Est de la République. On parlera aussi de l'actualité politique qui reste dominée par M. Tshisekedi qui veut changer la constitution pour avoir un troisième mandat, la situation sécuritaire dans l'Est de la République avec la guerre menée par l'FCM 23 contre le gouvernement de Kinshasa fera également l'objet des questions dans cette émission. Notre invité ce soir, c'est M. Jean-Pierre Mouchambéré. Monsieur Mouchambéré, bonsoir. Bonsoir. C'est un grand plaisir pour nous de vous recevoir sur ce plateau. Bienvenue donc à vous. Vous êtes membre de l'association Ubuntu, Association pour la paix et le développement dans le Grand Lac. Ubuntu, c'est un concept que j'entends. Je l'ai aussi entendu à un moment donné avec le professeur Henri Mouva au PPRD. Ça veut dire quoi Ubuntu exactement? Ubuntu veut dire tout simplement l'humanité. Ah, l'humanité. Voilà. Donc, vous êtes membre de cette association pour la paix et le développement dans les Grands Lacs. Vous êtes une ONG, vous êtes une ASBL, vous êtes un parti politique. Ubuntu, association Ubuntu pour la paix dans le Grand Lac, œuvre dans quoi exactement? Nous œuvrons surtout dans le domaine humanitaire dans le Sud Kivu, surtout dans le haut plateau du Sud Kivu, dans le domaine des justices et aussi dans le domaine de promouvoir la paix et la cohésion sociale, surtout à l'est de la République démocratique du Congo. Vous parlez dans le haut plateau. Quand on parle de haut plateau, on parlera de ça. C'est quand même des questions assez sensibles qui retiennent l'actualité dans cette partie. On va à nos compatriotes Banyamulenge, les Tutsis congolais. Vous êtes vous-même membre de cette communauté-là. Est-ce que Ubuntu pour la paix et le développement dans le Grand Lac est une association des Banyamulenge? Non. Seulement si vous partagez l'objectif, si vous souscrivez à l'objectif. Mais en grande partie, en préparant cette émission, on me dit, tu vas recevoir ces gens qui font beaucoup de bruit, ces Banyamulenge qui parlent à temps et à contre-temps. Mais la grande partie quand même des gens qui sont dans l'association sont de la communauté Banyamulenge. Bien sûr, parce qu'il a été formé par les gens de ce côté-là et œuvre dans ces domaines, mais il y a d'autres qui ne sont pas des Banyamulenge. Seulement si vous souscrivez à l'objectif de l'association, vous pouvez devenir membre. Vous avez organisé une très très grande manifestation ici en Belgique. D'ailleurs, nos compatriotes, nos téléspectateurs sont en train de voir certaines images ici et les interviews. Je vais d'ailleurs leur permettre de suivre quelques interviews et de cette manifestation. Tshisekedi tribaliste! Tshisekedi tribaliste! Tshisekedi tribaliste! Tshisekedi génocidaire! Tshisekedi incompétent! Tshisekedi le voyageur! L'homme de corruption! Tshisekedi Moïbi! Tshisekedi Moïbi! Ndayishimiye génocidaire! Ndayishimiye génocidaire! Les hommes sans valeur! Ils nous attaquent avec des drones! Ils nous attaquent avec des drones! Les attaques aux drones! Mais en gros, je voudrais d'abord qu'on fasse un gros plan sur la situation des Banyamulenge. On attend de tout et de rien. Manifestation à gauche, manifestation à droite, etc., etc. Quelle est la situation de la communauté Banyamulenge, de manière particulière, et des Tutsis, de ce qu'on appelle des Tutsis congolais de manière générale aujourd'hui? Voilà, d'abord les Banyamulenge et les Tutsis en général sont des Congolais comme tant d'autres. Ils vivent aussi la situation dramatique qui est sous le régime en place des mauvaises gouvernances qui les affectent. Mais aussi, en particulier, ils sont visés parce qu'on a assisté depuis 2017 des attaques qui visaient les membres de la communauté Banyamulenge, même Tutsi dans le Nord Kivu. Des attaques qui ont commencé progressivement où on a vu des miliciens
détruire des villages en village, piller les bétails et même tuer la population civile. Mais c'est arrivé à un point où le gouvernement a créé quelque chose qu'on appelle le Wazalendo aujourd'hui. Et ces Wazalendo, ce sont les anciens Maïmaï, bien sûr, parfois, mais qui n'ont aucun objectif politique depuis leur création. Mais pour eux, c'est chasser les Tutsis, les Banyamulenge, République démocratique du Congo. C'est ça leur idéologie principale. Ils n'ont jamais réclamé l'état de droit, la justice, la mauvaise gouvernance, non, depuis lors. Alors, si vous partagez ces sentiments, si vous partagez cette politique, donc vous entrez dans le même sens qu'eux. Et c'est ça, au fait, qu'ils ont été reconnus par une loi, ils ont été intégrés par les forces de sécurité. Il y a les gens comme les Yakutumba et les autres. Et leur idéologie, c'est ça, d'exterminer ou de chasser les communautés Tutsi Banyamulenge. Donc vous pensez que les Banyamulenge et les Tutsis au Congo sont en danger? Bien sûr. C'est une communauté menacée. Bien sûr, ils sont en danger. Par la politique du régime de Tshisekedi. Vous voulez dire quoi? Que Tshisekedi, à l'heure où on parle, est dans une sorte d'épuration, des préparations d'épuration ethnique. Tshisekedi, vous craignez de vivre une sorte de Shoah, un peu comme à l'époque d'Israël. Vous craignez un génocide pour bien vous, sûr, la communauté? Ce n'est pas craindre, c'est un génocide qui est en cours. Pourquoi? En fait, il y a eu avant des discours de haine qui les disqualifient des étrangers, des dangereux que vous avez vus. Et ces discours de haine sont suivis par les actes. Et les actes, ce sont quoi? Ce sont les tuer leur bétail. Et maintenant, ils sont en blocus humanitaire. Donc, si vous prenez la définition du génocide, ce sont les actes qui sont commis avec l'intention de détruire en tout ou en partie une communauté à cause de leur appartenance ethnique ou raciale ou religieuse. Et voilà. Et aujourd'hui, ils sont sous blocus humanitaire. Et ce blocus humanitaire est entretenu par les FARDC et les militaires burundais, où ils subissent des bombardements chaque jour. Chaque jour, il y a des bombardements. Et donc, ils n'accèdent pas aux biens de première nécessité, nourriture, médicaments. Donc, ils sont encerclés quelque part. Et après, ils subissent des bombardements. Donc, ce n'est pas seulement qu'ils sont en danger, mais maintenant, c'est vraiment un génocide. On va revenir sur cette question-là. Laissez-moi mettre sur la table des questions et tout ce que les gens rapportent sur ce qui se passe, notamment avec cette communauté. Est-ce que vous en faites un peu pas de trop? On a l'impression, les Congolais les disent, il y a 450 tribus. Ouais. Quand il y a des problèmes entre les Bantous et les Pygmées au Tanganyika, eux, ils disent pas que non, nous, on veut nous tuer, on veut nous exterminer. Quand il y a des problèmes entre les Ema et les Lendu, il y en a pas ça. Quand il y a les problèmes entre les Batende et les Banonou, ils vont pas dans des discours aussi extrémistes que le vôtre. Est-ce que vous n'êtes pas vous-même, Banyamulenge, un peu responsable de la situation des rejets que vous subissez? J'ai dit, comprenez qu'on mette sur la table toutes les questions et tout ce qui se raconte autour de ça. Vous n'en faites pas un peu trop. D'ailleurs, dès le départ, dans votre départ, vous dites qu'il y a des groupes armés. Les groupes armés ne tuent pas que les Banyamulenge, il y a d'autres peuples qui subissent la même chose. Mais pourquoi vous êtes toujours dans la victimisation? Toujours dans la victimisation. Je sais que des cas ici, il y a eu des conflits ethniques, vraiment, mais on n'a pas entendu ce genre de discours. Est-ce que vous n'êtes pas responsable de ce rejet que vous subissez? Vous n'en faites pas un peu de trop quand même, vous, les Banyamulenge? En fait, nous n'avons pas un problème intercommunautaire dans le Sud Kivu. Les Tutsis, les Banyamulenge, les Bafurero, les Babembe, les Banyintu, ils vivent en paix. Ce qui est là, c'est le régime. C'est le problème du régime. Donc, le génocide, c'est un crime d'État qui est organisé par la machine de l'État. Au lieu de construire les écoles dans le Sud Kivu, là où habitent les Banyamulenge, ils envoient les drones. Et les drones sont très chers. Et pour eux, c'est quoi? L'État mobilise toutes ses forces pour détruire cette communauté. Donc, ce n'est pas les autres. On n'a pas un problème interne. Non, mais les drones sont tombés aussi à Rubaya. Wilingoma est décédé à Rubaya. Non, Rubaya, c'est pas les Banyamulenge. Mais les habitants de là n'ont pas dit, nous, on nous a tués, on ne veut plus de nous. Pourquoi vous voulez singulariser, vous voulez particulariser votre choix? C'est ce qui fait mal un peu aux autres. En fait, vous voulez avoir un traitement spécial. Pourquoi, vous, les Banyamulenge? Mais ce n'est pas un traitement spécial. Et nous voulons la paix seulement. Et nous voulons être traités au même point d'égalité que d'autres Congolais sans être discriminés. Non, mais quand on bombarde, quand les drones bombardent Rubaya, les habitants de Rubaya ne disent pas nous, c'est nous, non. On est dans une situation de guerre. Non, mais quand c'est chez vous, voilà. Ça devient un crime d'État, ça devient. Non, c'est le problème, monsieur. C'est quoi? Le problème est qu'il y a des discours de haine qui ont précédé ces attaques.
les Banyamulenge, ils appellent des étrangers. C'est ce qu'ils appellent le régime. Et après, ils appellent des criminels. Vous avez entendu ce qu'a dit le porte-parole de l'armée, Ekenge, jusqu'à traiter les femmes. Les femmes, à interdire les gens d'épouser les femmes des femmes tutsis. En fait, c'est ça. Il y a une politique de l'État. Et ces discours de haine ne sont pas d'aujourd'hui. Ils ont commencé depuis ce temps-là. Imaginons un exemple. Il y a un militaire qui s'appelle Majoro Kaminzobe Joseph. Il est dans le véhicule avec d'autres militaires. Ils arrivent à Lueba, c'est dans le territoire de Fizi. On arrête le véhicule, on lui fait sortir dans le véhicule, on lui brûle. Les autres militaires sont là, ils n'agissent pas. Et puis on mange sa chair. Voilà. Donc c'est ça. Et l'armée qui était là, qui devrait protéger, n'a rien fait. Ça, c'est une chose. Et aussi, c'est un génocide parce qu'ils ont même commencé à détruire le mode d'existence. Le mode d'existence, c'est-à-dire notre culture est attachée à la vache. Aujourd'hui, il y a nous comptons plus de 700 000 vaches pillées et vendues sur les marchés publics et qui n'inquiètent personne. Les villages détruits, plus de 450 villages. Et cela n'inquiète personne. Et là, de là aussi, l'armée, au lieu de protéger tout le monde, et c'est l'armée qui fait ça. C'est l'armée qui tue les gens. Et alors, le fait d'avoir intégré même les groupes armés, et il y a cette idéologie génocidaire, ça veut dire que vous-même, vous faites partie de cette machine. Et c'est ça, au fait. On ne peut pas accuser l'État. Tshisekedi lui-même, ici en Belgique, a dit que les Banyamulenge étaient bel et bien des Congolais. Et vous avez cité le général Ekenge. Vous savez qu'il a été suspendu de ses fonctions de porte-parole de l'armée. Il y a même une information judiciaire qui aurait été ouverte contre lui. Dès là, vous ne pouvez quand même pas dire que c'est régime, que M. Tshisekedi est contre les Banyamulenge et qu'il programme. Et après avoir dit que les Banyamulenge sont des Congolais, il a ajouté quoi? L'autre mot qui a suivi. Ils font qu'ils prouvent quoi? Il a dit qu'il faut prouver le patriotisme. C'est ça, au fait. Il a dit qu'ils sont Congolais, mais ils doivent prouver. Et notre Congolité, nous sommes des Congolais d'origine. On n'a rien à prouver à quiconque que ce soit. Et le fait même de dire ça, c'est discriminatoire. Pourquoi il n'a pas dit d'autres communautés sont des Congolais? Ça aussi, c'est discriminatoire. Donc, le fait que Tshisekedi lui-même a dit qu'ils sont des Congolais, après, il a dit qu'ils doivent prouver qu'ils sont patriotes. Et ça, il dit à tous les Banyamulenge, mais pas des individus. Toute la communauté, même l'enfant et la maman, la vieille, ils doivent prouver. Et ça, c'est ça le problème. C'est ça le problème. Et le régime aussi de Tshisekedi, je pense, c'est lors de le problème sur la commune de Minembwe. Il est parti à Goma et il a dit que voilà, la démarcation de cette commune doit être faite par les autochtones. Le président lui-même qui évoque la notion de l'autochtonie, qui est autochtone et qui ne l'est pas. C'est ça au fait. C'est ça au fait. Donc il y a une politique bien donc, vous regardez la caméra ici, vous accusez le président Tshisekedi et son pouvoir d'organiser ou même d'avoir enclenché un génocide contre les Banyamulenge. Donc Tshisekedi était génocidaire pour vous? Bien sûr. Ce qu'il fait, il tue la population civile. Si, par exemple, depuis lundi, aujourd'hui on est vendredi, il y a des bombardements de drones. À Minembwe, il n'y a pas même la route pour y arriver. Au lieu de construire les routes, d'acheminer les vivres, il y a des bombardements. Il utilise des moyens énormes, l'armement de la technologie moderne, pour tirer seulement des simples civils, les enfants, les mamans. Et ça, au fait, c'est un génocide qu'il est en train de commettre. Et il a appelé l'armée burundaise pour venir lui aider dans ce truc, où le porte-parole de l'armée burundaise, Gaspard Baratuza, a dit qu'ils ont imposé un blocus humanitaire. Imaginez un porte-parole d'une armée qui dit qu'ils ont imposé un blocus humanitaire à Minembwe. C'est pour dire que non, si vous n'êtes pas tué par balle, vous êtes tué par la famine, par des maladies. Donc, il s'est imposé des conditions difficiles pour survivre. C'est ce que nous avons même dit dans la manifestation. On dénonçait le blocus humanitaire. Parce que jusqu'à présent,
l'État n'autorisait pas aucune organisation humanitaire de monter dans les hauts plateaux pour aller assister les civils. Et je vous ai envoyé les rapports pour, par exemple, 1 kilo de sucre qui arrive à $40 à Minembwe. Mais qui est capable d'acheter ça? Du sel, $30, vous allez voir sur les rapports. Qui est capable? Parce que l'État a bloqué tout. Si vous n'êtes pas tué par balle, vous allez mourir par la famine. C'est ça, au fait. Ça, c'est une politique d'extermination. Mise en place par M. Tshisekedi. Donc là, Bien les sûr. choses doivent être claires. Là, pour vous, Tshisekedi, c'est un Hitler. Tshisekedi, c'est un génocidaire. Bien sûr, c'est ce qu'il fait. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est les actes qu'il pose. Si aujourd'hui, ils devraient cesser de bombarder la population civile Banyamulenge parce qu'ils sont tués à cause de ce qu'ils sont, à cause de leur appartenance ethnique. C'est la destruction d'un groupe ethnique tel que défini par la Convention contre les génocides. C'est ça, au fait. Il y a aussi des attaques systématiques et généralisées des villages. S'il y a 450 villages détruits, s'il y a plus de 700 000 bêtes pillées vendues sur le marché public et personne n'est inquiété, ça, c'est un système d'extermination qui est mis en marche. Ceux qui vous reprochent des choses disent de vous que, je l'ai dit, hein, vous en faites un peu de trop, vous voulez avoir un traitement particulier alors qu'il y a 450 tribus au Congo, et vous êtes des canaux utilisés notamment par le Rwanda pour asseoir sa présence. Aujourd'hui, quand on entend Paul Kagame parler, il dit que au Congo, les Banyamulenge ont des problèmes, les Tutsis congolais ont des problèmes. Quand on entend son ministre Olivier Nduhirire parler, on revient sur cette affaire, les Banyamulenge ont le problème. Est-ce que votre proximité avec le Rwanda, d'une certaine manière, même en termes de discours... Hein, quelle proximité? Parce que nous sommes à des kilomètres et des kilomètres. Minembwe est très loin. Je parle de proximité des discours, parle de proximité des narratifs. Parce que le même narratif ici, c'est le même narratif qu'on entend également du côté du Rwanda. Paul Kagame est en train d'expliquer. Peut-être parce que lui-même est Tutsi, vous aussi vous êtes des Tutsis. Est-ce que c'est pas cette proximité-là, même en termes en termes narratifs, avec ce que le Congolais considère comme un ennemi qui vous expose? Est-ce qu'il n'est peut-être pas temps que vous, les Banyamulenge, vous preniez un peu de distance avec le régime de Paul Kagame, par exemple, avec le Rwanda? Est-ce qu'on a une coopération comme Banyamulenge avec le régime du Rwanda? La plupart des guerres qui sont menées dans l'Est de la République, les rébellions, c'est souvent les Banyamulenge qui sont là-bas. Hein. La plupart, c'est des rébellions qui se multiplient par le Rwanda, c'est toujours les Tutsis d'une certaine manière. Hein. Il faut faire la différence entre la communauté, la population, et aussi ce que vous appelez rébellion. Il n'y a pas les Banyamulenge comme communauté n'ont pas encore mené une rébellion comme communauté. Non, non. Les Makenga, les Kundabatware, tous ces gens-là. Mais ils servent de mouvement. Ils sont de votre communauté. Mais ils servent donc de quand mouvement. Le Rwanda veut faire ses aventures, pourquoi c'est toujours chez vous qu'il va chercher? C'est ce qui vous crée peut-être aussi des problèmes. Au fait, il faut voir le problème dans la globalité. Il ne faut pas prendre un élément isolé. D'abord, la communauté Banyamulenge comme communauté n'a jamais coopéré avec un État. C'est une communauté seulement qui veut vivre comme tout autre. Il faut faire la différence entre un mouvement politique et une communauté. C'est ça au fait. Et ça, c'est une lecture que la plupart de nos compatriotes aussi font, que c'est les Banyamulenge. Non, il faut faire la différence entre un parti politique, un mouvement politique et une communauté. Communauté Tutsi et communauté Banyamulenge qui sont des simples paysans. Alors, c'est quoi? La région des Grands Lacs que vous voyez, c'est une région où on peut dire qu'il y a des cross-border, des rebelles par exemple. S'il y a des rebelles du Rwanda qui sont au Congo, des FDLR et qui sont intégrés dans les FARDC, ça peut inciter aussi l'intérêt du Rwanda à venir peut-être. Ça peut l'inciter. Parce que c'est un problème de sécurité du Rwanda. Mais et c'est ça le problème que Tshisekedi fait aujourd'hui. Tshisekedi cherche à externaliser les conflits. Au moment où il y a des causes profondes, ils disent que c'est la guerre menée par le Rwanda qui se passe à l'Est. Mais ce n'est pas ça. Il y a des causes profondes que nous, Congolais de l'Est
et les régimes de Kinshasa doivent adresser. C'est ce qu'on appelle les causes profondes du conflit. Donc, chercher à externaliser les conflits, ça ne résout pas les conflits. Donc, il peut y avoir un intérêt. Il peut y avoir un intérêt si le Rwanda veut, par exemple, éliminer les FDLR. C'est la sécurité de leur pays. Mais nous, par exemple, comme communauté Banyamulenge, nous n'avons rien en ça. C'est pourquoi il faut faire la différence entre communauté et le mouvement politique. C'est ça, au fait. Et cela ne doit pas faire quelque chose d'un antagonisme de Banyamulenge avec d'autres communautés. Et dans d'autres communautés aussi. Jean-Pierre Bemba était rebelle. Et vous le savez très bien, oui. Alors, mais sa communauté n'a pas été visée. Accusé même d'avoir mangé des pygmées, Jean-Pierre. Mais maintenant, ça ne ressort pas. Et pourquoi? Pourquoi si Makenga fait la rébellion, il faut accuser toute sa communauté? Pourquoi cela, c'est toute la communauté qui va porter la casquette? Laisse-moi vous dire, ce n'est pas seulement là-bas. À La Haye, à l'époque où Bemba était accusé là-bas, on avait appelé ça Bemba Banyamulenge Kes. C'était ça dans le Bemba Banyamulenge Kes. Mais les Banyamulenge étaient en Centrafrique, comme communauté. Non. Peut-être il avait quelques éléments militaires qui étaient dans son armée. Mais toute la communauté qui est à l'est, plus de 1000 km, était accusée même à La Haye. Et ça, c'est une erreur. Il faut faire différence entre la politique, différence entre la société civile et le mouvement politique. On va faire un peu de l'histoire. Il y a des Congolais qui disent que les Banyamulenge ne sont pas Congolais. Ça, vous entendez? Il y a des grands hommes politiques comme Martin Fayulu m'a dit que quand on regarde l'histoire du Congo, il n'y a jamais eu des Tutsis ou des Banyamulenge. C'est pas une communauté. Il n'y a pas d'ethnie au Congo qui s'appelle Banyamulenge. Vous êtes Banyamulenge, vous êtes Tutsi congolais. On va faire un peu de pédagogie, on va faire un peu de l'histoire. Est-ce que les Banyamulenge sont véritablement des Congolais, des souches? Parce que Fayulu dit par exemple que vous êtes arrivé au Congo en 59, c'était des réfugiés rwandais, et c'est une idée qui s'est vraiment répandue dans le pays. Vous répondez comment à ceux qui disent de vous, Banyamulenge, que vous n'êtes pas des Congolais, que vous êtes plutôt des Rwandais? Mais comment lui, il prouve sa congolité? C'est ça la question que je peux te poser. Comment lui peut prouver au monde qu'il est Congolais? Pourquoi je vous pose cette question? La question des nationalités, c'est une question légale, constitutionnelle. C'est la loi qui détermine qui est Congolais et qui ne l'est pas. Ce n'est pas une discussion de la rue. C'est une discussion légale. Vous voyez? Mais c'est ça, au fait, une erreur. Si un politicien comme Martin Fayulu va dans ce sens, c'est vraiment une erreur de calcul, c'est une erreur d'appréciation. Il doit revisiter sa politique. Parce que la nationalité est déterminée par la loi, qui est congolais et qui ne l'est pas. Même si est-ce que vous dites que vous n'êtes pas des Congolais? C'est la réponse que vous leur donnez, d'aller lire la loi. Bien sûr, ce n'est pas même d'aller, il faut consulter l'histoire de peuple. Il a des insuffisances, il faut l'histoire de peuple. Il faut qu'il cherche les histoires de peuple, le peuplement de l'Afrique, le peuplement du Congo. Il faut qu'il revisite ses notes, s'il a étudié. Il faut revisiter ses notes. Parce que moi, et cette discussion ne me prend pas même du temps, parce que je sais que je suis Congolais d'origine. Le Congo a été créé en tant que tel aujourd'hui lorsque mes ancêtres étaient au Congo. Et c'est une discussion qui ne me prend pas du temps que quelqu'un a dit que je ne suis pas Congolais. Mais celui qui devrait garantir ça, qui devrait barrer tout ça, c'est l'État. L'État qui a l'obligation de protéger toute personne qui se trouve sur son territoire. C'est ça, au fait, la défaillance de la gouvernance du régime de Tshisekedi aujourd'hui. Les gens disent cela, ils écoutent. Et ça, c'est la rupture de la cohésion sociale dans la gouvernance. S'il y a les gens, des politiciens qui donnent des discours pour classer la population en caste, ça, c'est la rupture. C'est une rupture du vivre ensemble. Et c'est ça la déficience de gouvernance du régime. Parce que le régime allait sanctionner tout ça. Voilà. Non, vous accusez Tshisekedi, vous, les Banyamulenge et vos bruits, ça a commencé depuis longtemps, hein, c'est pas... Bien sûr. Disons-le, c'est... Donc, vous pensez que vous êtes toujours dépit, objet de discrimination au Congo. C'est pas Tshisekedi, hein, parce que Tshisekedi n'a que 7 ou 8 ans. L'affaire des Banyamulenge, c'est qu'eux-mêmes ils disent, vous avez commencé à faire beaucoup de bruit, à parler depuis longtemps, les Banyamulenge. Bien sûr, mais c'est sous Tshisekedi que les affaires se sont accélérées.
Lui, il a fait une politique publique. C'est une politique publique. Si vous voyez si dans les discours d'haine, ce qu'ils disent dans ces discours d'haine proliférés par les politiciens, ils disent que les Banyamulenge ne sont pas des Congolais, comme vous le dites, qui sont venus prendre les terres. Voilà. C'est ça même les mots Wazalendo. Il y a une politique des repeuplements. Vous arrivez, vous chassez les autochtones. Quand vous faites des guerres et tout ça. Il y a une politique des repeuplements. Il faut qu'ils regardent quand le Sud Kivu a été habité. Quand les Congos n'étaient pas les Congos dans ses frontières aujourd'hui. Ça c'est être Congolais, c'est notre droit naturel. On ne demande pas à qui que ce soit. Et si le régime continue à faire cela, ça, je vous dis, ça ne résout pas le problème. Il y a des causes profondes du conflit qui doivent être réglées. Parce que pour moi, me dire que je ne suis pas Congolais, ça n'importe pas. Moi, je sais que je suis Congolais. Vous n'en souffrez pas, vous Moi, je sais, je suis Congolais. Si tu veux abuser mon droit que je ne suis pas Congolais, je me bats contre toi. Les droits s'arrachent. Voilà. Ça c'est une menace. Hein. Quand vous dites vous battez quoi, c'est-à-dire non, je dis ce n'est prenez pas les armes comme non, vous ce avez n'est pas l'habitude prendre de faire, les armes. Il y a dans ce que on fait sur. Moi, je suis aussi membre du collectif des juristes et des avocats. On porte des affaires devant les juridictions congolaises. Les choses que je vous parle, qu'il y a génocide, qu'il y a une politique de tuer les Banyamulenge et les Tutsis, mais on a amené des camps devant les juridictions congolaises. Il y a des cas devant la cour militaire où on accusait des militaires qui participaient dans tout ça. Et on accuse les politiciens qui font ça. Et on a aussi mené une affaire devant East African Court of Justice, la Cour de justice des États de l'Afrique de l'Est. On a accusé le Congo, la Commission africaine. Il y a des cas parce que nous avons des preuves à donner devant les juridictions. Ils sont là et ils sont en train d'être examinés devant les juridictions. Voilà, c'est ça au fait. Et il y en a qui vous accusent également de travailler pour une sorte qu'ils appellent les Tutsi Land, amener à une balkanisation pour que vous ayez votre pays dans l'Est de la République. Ouais. Vous répondez quoi? Est-ce que la solution pour vous, est-ce que finalement, qu'il y ait une sorte de vote d'autodétermination pour que les Tutsis, les Banyamulenge aient leur propre pays, ou plutôt la solution, c'est encore possible de ravauder d'une certaine manière les relations avec les autres communautés, d'arrêter ce que vous appelez aujourd'hui génocide. La vraie solution pour vous, c'est quoi? Parce qu'on dit que l'ultime volonté que vous avez, vous, les Rouberois, les Nyarugabo, je parle des têtes d'affiche de la communauté Banyamulenge, c'est de continuer l'insécurité de l'Est de la République, de faire une politique de repeuplement de ces territoires-là, pour finalement arriver à ce que certains appellent les Tutsi Land. Donc, avoir un panthelin Tutsi. Est-ce que ça peut être la solution pour vous, ça? On appelle ça des théories de complot. Ce sont des théories de complot. Ces choses n'ont jamais existé. Ces choses n'ont jamais existé. Nous sommes Congolais et nous voulons rester au Congo en paix seulement. Nous voulons la paix. Les droits à la non-discrimination. C'est ce que nous voulons. Et si cela arrive, ça, nous allons tous travailler pour le développement. Qu'est-ce qui doit arriver? La non-discrimination. Ah, ok. Un traitement. Les gens disent, ce que vous dites, les gens disent que nous ne sommes pas des Congolais, nous voulons un Tutsi Land. Non. Nous voulons seulement être traités au même pied d'égalité comme tout Congolais. Vous n'avez jamais, vous, comme communauté, eu l'intention de créer votre propre terre en parlant de Tutsi Land? À ma connaissance, je ne sais pas. Ça n'a jamais existé. On appelle ça des théories de complot. Mais ce sont les gens qui veulent diaboliser notre communauté ou les Tutsis. Ce sont eux qui avancent ça et ils injectent dans la région. Et c'est ça, en fait, j'ai attendu ça moi aussi il y a longtemps, mais ça n'a jamais existé. Vous avez plusieurs généraux dans l'armée, hein. Il faut des hauts gradés dans l'armée. Vous avez eu un vice-premier ministre, M. Rouberois. Vous avez des ministres, je parle de M. Guizaro aujourd'hui au sein du gouvernement. Ouais. Vous pensez que la République n'en fait toujours pas trop pour vous valoriser, pour vous sécuriser? Non. Qu'est-ce qu'on est censé faire au-delà? C'est comme ça qu'on dit, vous en faites un peu de trop. À trop se lamenter, à trop crier, on a l'impression que vous en faites un peu de trop. En fait... Et on n'arrête pas de vous rappeler, attendez monsieur, on a 450 tribus et ethnies au Congo, vous n'êtes pas le seul dans ce pays-là. Mais qui a inventorié ces tribus que vous dites? Qui a inventorié où se trouvent ces documents? Parce que les gens le parlent beaucoup. Et qui a fait ça? Qui a fait ce travail? Et quand?
Il faut parler de choses. Vous êtes journaliste, vous faites des recherches. Et quand? Et si ça existe, quel est le motif qui a poussé à ces messieurs de le faire? Donc, il faut aller dans toutes ces questions. Je n'ai jamais vu ces documents. Et si ça existe, qui l'a fait? Et pour quel intérêt et quand? Et où il était? Il était à Bruxelles? Il était à Paris? Il était à New York? Comment il a su cette information? En fait c'est ça, ce que les gens ne doivent prendre ça comme la Bible, qui a 450 tribus. Non. Et les tribus, qui les a donné ces noms pour que ça soit tribu? C'est Dieu ou c'est eux-mêmes? C'est ça en fait. Mais le fait que vous êtes revenu sur les gens qui ont travaillé dans le gouvernement, mais il faut le voir que ce sont des personnes privées congolais qui travaillent pour le Congo. Ils ne travaillent pas pour la communauté Banyamulenge. Donc si vous commencez à faire ces calculs, on vous a donné trop, mais le Congo n'est pas un gâteau de distribuer à des ethnies, non. Si Rouerou a servi, c'est lui Rouerou comme Congolais. Il sert comme Kabila a servi, comme tout autre Congolais. Il faut voir dans ces miroirs. Il ne faut pas voir quelqu'un qui travaille dans le miroir de la communauté. Il faut le voir comme un Congolais qui sert son pays, mais pas dans les rétroviseurs de sa communauté. Et c'est ça le problème qu'on a au Congo. C'est ça le problème qu'on a. Donc faire la différence entre des individus et la communauté. Et la communauté, voilà. Vous avez l'impression que pour vous, on mélange tout. Ils mélangent tout, ils emballent. Et puis, est-ce que vous dites qu'il y a Guissaro, mais il y a les gens aussi qui sont là, qui sont tombés dans le mangeoire du régime. Ah, Guissaro, il est dans le mangeoire. Bien sûr. Vous ne le reconnaissez pas, non, c'est un banni. Non, il est dans le mangeoire du régime de Kinshasa, bien sûr. Mais parce que quand vous dites que Kinshasa veut vous tuer alors que vous avez des représentants comme Guissaro là-bas, aujourd'hui on l'utilise même quelqu'un pour dire attendez, comment je peux être contre cette communauté? On l'utilise, et tu parles très bien. On l'utilise et tu reconnais qu'on l'utilise. On le prend, voilà, on le prend comme un exemple en disant mais si on voulait exterminer le Banyamulenge, et qu'est-ce que Guissaro est en train de faire ici? Et ça, ce n'est pas nouveau. En fait, on appelle ça les mécanismes d'extermination eux-mêmes. Et dans l'histoire, même ça, c'est arrivé au Rwanda à l'époque du génocide des Tutsis, ils prenaient certains Tutsis contre leurs propres frères. Et ça a été même à l'époque dans l'histoire. Mais le fait de faire ça c'est un comportement criminel pour cacher ses crimes. Moi, je suis juriste. C'est lui qui fait ça. Moi, il a dit que si vous trouvez les Banyamulenge, il faut prendre les selfies et vous montrer que vous êtes en paix avec eux. Si vous trouvez Banyamulenge, donc c'est comme si vous trouvez le tourisme, il faut faire les selfies et envoyer. Donc pour eux, ça c'est un comportement criminel pour cacher les affres, les crimes qu'ils commettent. Il faut prendre des tremplins, vous le mettez devant pour dire que non, nous avons un échantillon ici, mais entre-temps, vous cachez pour cacher les crimes. Ça c'est un comportement criminel. Vous étiez à Bruxelles ici, j'ai un document ici, vous avez fait une grande manifestation, il y avait énormément de personnes. Les documents disent que c'était pour dénoncer la mauvaise gouvernance et la politique de prédation conduite par le président Tshisekedi, son pouvoir et son entourage. On parlera de ça quand on va parler de Tshisekedi. Dénoncer les atrocités du pouvoir ciblant les populations civiles en général et plus particulièrement les communautés Tutsi, Banyamulenge dans les Kivu, les Ema de l'Ituri. Eux aussi, ils sont en train de s'organiser. J'ai vu que Thomas Lubanga a créé même encore un mouvement pour protéger, soi-disant, dénoncer les arrestations et détentions arbitraires ainsi que les condamnations injustes, dénoncer les blocus humanitaires, dénoncer la corruption. Un mot quand même sur cette manifestation. C'était quoi l'objectif? On a vu qu'il y avait énormément du monde. Est-ce que les autorités de la Belgique, parce que vous avez manifesté au niveau du quartier européen, est-ce que les autorités européennes vous ont reçu? Est-ce que vous avez des échos par rapport à la manifestation que vous avez organisée ici? En fait, cette manifestation d'abord a été organisée par les organisations de la diaspora congolaise, mais qui travaillent dans le domaine de justice, paix et droits humains dans la région des Grands Lacs. Ce n'est pas la communauté comme certains le disent. Et la manifestation avait trois phases. La première phase était de faire des contacts avec les autorités auprès de l'Union européenne et auprès du gouvernement belge. On a été reçu au ministère des Affaires étrangères, on les a déposé les mémos, on a eu un entretien de ce que nous allons faire. Et on a été aussi accueillis au Parlement fédéral belge avant, et puis on a aussi été accueillis au service extérieur de l'action extérieure de l'Union européenne. Donc ça, c'était la première phase. Pour expliquer, donc le contact pour exposer aux autorités. Voilà, pourquoi nous allons manifester. Ça, c'est la phase qui a précédé.
Et deuxièmement, on a fait la manifestation qui était composée des marches pacifiques que vous avez vues, jusqu'ici auprès des institutions de l'Union européenne. Et après, on a fait une conférence de presse. La conférence de presse était pour dire que, voilà, si vous avez vu les gens manifester, voilà pourquoi ils manifestent et voilà des preuves. C'était organisé en 3 phases. Et cela, je pense qu'il a été un succès. On a été accueillis par les autorités belges. On a discuté ce qu'on allait discuter et on va faire le suivi de ce qu'on a discuté. Et puis même aussi à l'action ici à l'Union européenne, on a été reçus. Voilà. On va terminer ce chapitre hein, de ce dossier. Vous reviendrez de temps en temps pour essayer de nous hydrater un peu d'une certaine manière des vraies informations sur les objectifs de la communauté, que ça n'a rien à voir avec tout ce qui se raconte. Les Congolais vous regardent en ce moment ici. Vous leur direz quoi, vous, comme Mounia Moulengue? Je voudrais que vous parliez à vos frères congolais en tant que Mounia Moulengue. Ouais. Vous direz quoi? Vous allez dire quoi à ces Congolais, à vos compatriotes qui vous regardent en ce moment ici, si vous étiez demandé de leur lancer un message? Voilà, le vivre ensemble. Le vivre ensemble entre Congolais. Et parce que les régimes en place, on ne peut pas bâtir une nation sur un narratif de haine. Ça n'a jamais existé. Si nous voulons bâtir la nation congolaise, il faut le vivre ensemble. Il faut avoir cet esprit de vivre ensemble. Parce que nous voyons la tribalisation des institutions aujourd'hui. Nous voyons l'instrumentalisation de la justice. Nous voyons les discours de haine. Et tout cela fait une rupture de la cohésion sociale. Mais pour qu'une nation soit solide, il faut aussi une cohésion. Donc, pour qu'un État soit un État, une nation, il faut la volonté de vivre ensemble de cette nation. Et cela, c'est les dirigeants qui vont le faire. Parce que ce sont les dirigeants qui amènent toute la population à vivre ensemble. Si les dirigeants ne travaillent pas sur ces points, il y aura toujours des problèmes. Donc, pour moi, c'est encore possible, hein, le vivre ensemble. Bien sûr, c'est possible. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai appris que vous allez peut-être, vous reviendrez peut-être pour nous le dire, que vous organisez aussi pour voir vos frères, les Babemba, les Bachi, et vous avez dit quelque chose d'important, vous n'avez jamais eu des problèmes communautaires là-bas. Il n'y a jamais eu de problème entre les Banyamulenge et les Ceci, dans le site que vous... Non, il n'y en a pas. Entre les communautés, il n'y en a pas, mais il y a des gens dans certaines communautés qui peuvent être instrumentalisés par les régimes et par certaines personnes, bien sûr. Parce que, surtout les gens de l'Est, s'ils veulent du pouvoir à Kinshasa, s'ils veulent des postes, il faut passer par instrumentaliser les communautés. Parce que vous avez dit ça, d'ailleurs déjà, moi, bien sûr. Je suis les discours rigueux d'un homme comme Bitakwira, par exemple, Justin Bitakwira, quand il parle, il dit que vous foutez un peu le désordre dans tout, c'est vous qui avez les véritables groupes armés, c'est vous qui créez les désordres, vous ne savez pas faire régner la paix dans l'Est de la République d'une certaine manière. Jusqu'à présent, à Minembwe, il y a des Bashi, il y a des Bafulero, il y a des Babembe qui vivent ensemble à Minembwe. Et les Banyamulenge ont vécu dans ces coins du Congo avant que le Congo existe. Ils vivaient ensemble, bien sûr. C'est l'instrumentalisation politique. Si on a de bons leaders, il n'y a pas... Ces problèmes se sont accentués dans les dernières années. Donc, s'il y a un bon leadership, il n'y a pas de problème. Nous vivons ensemble, très bien. Madame, Monsieur, vous suivez l'émission Contre nous, ça dit notre invité de ce soir, Monsieur Jean-Pierre Mouchambéré, qui est membre de l'association Ubuntu, association pour la paix et le développement dans la région des Grands Lacs. Avec lui, nous faisons un peu la lecture de l'actualité. Alors, on va rester dans le Grand Lac. Ouais. Vous savez que depuis quelques années maintenant, hein, la guerre sévit terriblement dans cette partie du pays. Aujourd'hui, on parle de l'AFCM 23, qui a d'ailleurs pris Goma, Bukavu, etc. Tshisekedi dit que c'est une guerre qu'il a trouvée. Ça fait 30 ans que ça dure. Vous êtes ressortissant de ce coin de la République. Pour vous, quelles sont les vraies raisons qui font que ces coins-là soient toujours aussi instables? Pourquoi y a-t-il autant de guerres à répétition dans l'Est de la République démocratique du Congo? C'est ce qu'on a dit, c'est cette discrimination. Cette discrimination de tout un peuple. Vous savez qu'il y a dans des camps de réfugiés au Burundi plus de 100 000 Tutsis. Banyamulenge. En Ouganda, c'est comme ça. Au Kenya, vous avez vu la manifestation. Donc, les gens ont dû fuir leur coin à cause de ces discriminations, des mauvais traitements. Et ça, c'est un point majeur qu'il faut que
ça soit adressé. On a aussi ce problème-là de gouvernance du pays, des autorités. Et vous savez, depuis l'époque coloniale, le pouvoir local, je ne sais pas dans d'autres parties du pays, est défini monoethniquement. Vous savez ça? Le pouvoir local, les groupements de tel, les groupements de tel, les groupements de tel. Ça, ce sont des problèmes profonds de gouvernance qui doivent être débattus. Et bien sûr, je sais qu'il y a dans le processus de négociation qui se font entre les belligérants. Et je pense qu'ils vont très bien discuter sur tout ça, les causes profondes. Mais la cause majeure, c'est cette discrimination. Donc, s'il y a la guerre dans l'Est de la République, vous dites, pour vous, c'est la discrimination. Bien sûr, il y a beaucoup, c'est ça. Donc, la multiplication des groupes armés, des guerres, tout ça, le RCD, l'AFC aujourd'hui, le M23, c'est la discrimination. Il y a la discrimination, il y a aussi des politiciens aventuriers de l'Est du Congo qui veulent du pouvoir à Kinshasa et qui instrumentalisent, comme on a dit, des groupes armés. C'est parce que si vous voyez, le phénomène Ouazalendo, c'est localisé, hein? C'est localisé dans le nord et dans le sud, qui voit une partie du Maniema. Il n'existe pas dans d'autres parties du Congo. C'est quelque chose qui est vraiment barré, quelque part. Et les gens ne se demandent pas. Pourquoi ces jeunes sont instrumentalisés? Ils sont instrumentalisés par leurs chefs comme Bitakwira, les Mwindo Nzangi et les autres, qui veulent des postes à Kinshasa. Au fait, c'est ça. Ce phénomène Ouazalendo qui est devenu un boom national, intégré par la loi au Parlement, c'est un phénomène seulement qui est à l'Est. Et c'est ça, en fait, le vrai problème. Et eux, c'est Ouazalendo. Ouazalendo, c'est en Swahili, ce n'est pas seulement patriotes, mais les propriétaires de terres. Lendo, c'est la land, de land en Swahili. Et c'est ça le problème. Là où ils distinguent les natifs et les non-natifs. Et si ces problèmes continuent toujours, il y aura toujours des conflits à l'Est. Et un rappel, et tout changement politique à Kinshasa vient de l'Est depuis l'indépendance. Vous le savez. Voilà. Donc l'Est est très important. Mais c'est très important. En parlant des causes, j'attendais que vous épingliez aussi quand même le Rwanda. Parce qu'à Kinshasa, on nous dit que c'est l'appétit vorace de Kagame, qui est présente comme Hitler. Ouais. C'est lui qui exporte l'instabilité pour piller les matières précieuses et les matières premières en RDC pour aller construire chez vous. Vous dites quoi? Que Paul Kagame, lui, n'y est pour rien, c'est un innocent par rapport à ce qui arrive, c'est pas le Rwanda qui... Parce que quand vous parlez de la discrimination, vous disculpez d'une certaine manière le Rwanda que le pouvoir et les Congolais présentent pour la plupart des cas comme le véritable poumon, le véritable responsable de cette situation. Mais ça, en fait, c'est le défaut du régime de Kinshasa, d'extérioriser le problème, de dire que c'est un voisin qui cause tout ça. En fait, si vous dites que le Rwanda est là pour les minéraux, alors qu'est venu faire les États-Unis maintenant? On va voir alors. Parce que les États-Unis, c'est une puissance. Et que maintenant, le régime donne des minéraux pour se maintenir au pouvoir. Tu vois? Et s'il y a la première responsabilité de protéger, incombe à l'État. L'État a 3 obligations principales. L'obligation de protéger le territoire et toute la population qui est là, qui y habite. Deuxièmement, l'obligation de respecter, il faut respecter le droit des gens. C'est ça, en fait, il faut respecter les droits des gens, il ne faut pas violer, il ne faut pas tuer les gens parce qu'ils sont tels, au-delà de l'appartenance ethnique. Troisième, c'est l'obligation de réaliser. Donc, l'État doit mettre en place des politiques de développement. Et cela fait défaut en République démocratique du Congo. Alors, pour se dédouaner, pour cacher ses faiblesses, il accuse les voisins. Il accuse les voisins. Mais pourquoi le voisin peut devenir fort plus que toi? Donc, il fait ça pour se dédouaner. C'est un régime qui se dédouane de ses obligations. Il se cache sur un discours d'accuser les voisins. C'est ça, en fait, ce qu'il fait. Le Rwanda, c'est pas responsable. Donc, nos malheurs, le Rwandais sont des innocents. Les choses doivent être claires. C'est pas eux. Bien pour sûr. vous, c'est pas eux. Bien sûr, c'est le régime. C'est pas le Rwanda, donc. Le Rwanda n'a rien à voir avec la situation de sécurité dans l'Est. Non. Si vous gardez très bien vos frontières, si vous respectez vos lois, mais qui peut venir? Imaginez, par exemple, si tu ne fermes pas ici et tu laisses tout ça ici, il y a des bandits, ils peuvent entrer. Ce n'est pas le Rwanda.
Ça ne discute pas pour autant les bandits. Hein. Ma faiblesse à moi ne donne pour autant pas mandat aux bandits d'entrer chez moi. Je ne sais pas, le Rwanda a des problèmes. Sinon le voleur serait salué. Non, hein. le Rwanda a des problèmes de sécurité causés par la RDC. Et ça, c'est ce que je vous ai dit. Il faut faire la différence entre des relations État à État. C'est quoi ces problèmes de sécurité là? Vous parlez des FDLR? Bien sûr, ils sont là. Est-ce que les FDLR représentent encore aujourd'hui une menace pour le Rwanda? Combien sont-ils les FDLR aujourd'hui? Je ne suis pas Où sont-ils aujourd'hui? Je ne suis pas le porte-parole. Et ça, c'est pas un prétexte. Vous ne relayez pas le prétexte que le Rwanda a toujours utilisé pour justifier ses nombreuses agressions, ses nombreuses présences chez nous. Moi, je ne suis pas le porte-parole. Il est clairement établi aujourd'hui que les FDLR ne représentent véritablement pas une menace sérieusement. Clairement établi par qui? Ça s'est dit. Hein. Mais Kinshasa a signé à Washington qu'ils vont les remettre. Il a signé ce qu'ils n'ont pas. S'ils n'avaient pas ces dangers, il n'allait pas signer. Il a signé ça. C'est pour dire que Tshisekedi, c'est qu'ils sont là. S'il est parti signer qu'ils vont les ramener. Ils savent comment ils sont, le nombre qu'ils ont. C'est pas un prétexte utilisé par le Rwanda aujourd'hui pour justifier ces non, ce n'est pas moi qui l'ai dit, je ne suis pas le porte-parole du Rwanda, mais Tshisekedi lui-même a signé des accords où il a accepté que les FDLR sont sur son territoire. En fait, c'est ça la question majeure qu'il faut se poser. Si le président de la République a signé devant les autorités américaines pour dire qu'ils sont là, il ne s'est pas engagé pour rien. En fait, c'est ça. Les gens doivent savoir pourquoi, s'ils accusent le Rwanda, mais pourquoi le président Tshisekedi est parti signer. En fait, c'est ça la question. Il est parti signer, il a accepté. Parce qu'il les héberge sur le territoire. Il les héberge sur le territoire. Donc, il a accepté qu'ils sont là, il a signé. Voilà. Mais je ne suis pas le porte-parole du Rwanda. Vous pouvez demander beaucoup de questions au porte-parole du Rwanda ou à l'ambassade. Oh oui, ok. Mais ça, c'est mon analyse propre. Ok, ouais. ok. Voilà. Donc, pour vous, laissons le Rwanda tranquille. Travaillons à l'intérieur de chez nous. Le Rwanda, comme un bandit, n'entrera plus chez nous. Donc, la responsabilité de se protéger contre le voyou, contre les voleurs, les relations, bien sûr, les relations État à État se règlent par les chefs d'État, par les gouvernements. Ce n'est pas une relation, ce n'est pas quelque chose à imposer ou à mettre sur une quelconque communauté. Non. Aujourd'hui, dans ce coin-là, il y a quand même une guerre. Hein. On l'a souligné avec des occupations officielles aujourd'hui de l'FCM 23. Qui sont ces hommes pour vous de l'FCM 23? Là, je parle aux Congolais que vous êtes. Pour vous, c'est des rebelles, c'est des libérateurs, comme il se le présente, c'est des révolutionnaires. Vous les voyez comment? Nanga, Bissimo et les autres. Pour vous, l'FCM 23, qui sont-ils? C'est un mouvement qui propose une alternance ou un développement pour la RDC, pour moi. C'est un mouvement qui a lancé un défi au pouvoir de Kinshasa pour qu'il se corrige et puis qui a la capacité de porter un changement positif. Vous les voyez donc positivement? Vous soutenez la FCM 23? En matière de gouvernance, je pense que c'est la solution, c'est une alternative que nous avons devant nous. Mais vous parlez de quelle gouvernance? Vous-même, vous êtes ancré ici dans les structures. Quand vous avez des structures comme Human Rights Watch qui parlent de violations graves des droits de l'homme, quand vous avez des structures comme Reporters sans frontières qui disent que les journalistes aujourd'hui, la liberté d'expression est réduite là-bas, hein, quand vous avez des structures comme GED, journalistes en danger, qui disent que les journalistes se sont arrêtés, coffrés dans des containers, tout ça. À Goma, justement, où ils dirigent, à Goma, à Bukavu, beaucoup des rapports sont aussi aujourd'hui très, très alarmants sur les violations des droits de l'homme par ces mouvements que vous considérez. Est-ce que vous n'êtes pas de dire une chose et son contraire, c'est-à-dire vous condamnez Tshisekedi et vous appuyez d'autres bourreaux selon plusieurs rapports qui sortent? Non, je n'ai jamais vu ces rapports, mais tout Congolais a droit à contribuer que le Congo soit meilleur. Et ce que nous voyons à Kinshasa, c'est une gestion chaotique du pays. Et le M23, l'AFC, Twirwaneho, ils ont eu le courage d'affronter ça et proposer une solution. Une solution. Parce qu'aujourd'hui, il y a des négociations qui se font. Et les Congolais suivent ça de très près, en fait. Moi, je trouve qu'ils ont eu le courage d'affronter les régimes en vue pour mener un changement positif. Et vous saluez, donc vous soutenez l'FCM 23, vous soutenez, c'est clair, les choses doivent être claires. Il faut faire la différence entre le soutien et la pensée. Vous comprenez, vous justifiez. Bien sûr, je pense qu'ils peuvent être une option.
Donc l'AFC pour vous, c'est une alternative à M. Tshisekedi, hein, les choses doivent être claires. Mais non, la guerre s'éternise. Les accords, vous l'avez dénoncé ici en parlant des États-Unis qui viennent prendre des minerais chez nous. Eux, ils font dans un processus claudiquant, il faut le dire comme ça, avec le pouvoir de Kinshasa, Doha, etc., qui ne marche pas. Pour vous, la solution pour finalement arrêter cette situation-là, notamment de cette guerre ici, avec l'F-23, c'est laquelle? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que la paix revienne là-bas? Des pourparlers sincères entre les belligérants. Pas seulement parce que ce que nous assistons et que le régime veut que mener des négociations de sa manière. Ils ont commencé par des consultations de Luanda. Ça n'a pas marché avant. Ils sont partis à Doha. Maintenant, ils sont à Montreux. Maintenant, il y a encore des Angolais qui sont dans les collimateurs. Mais avant, c'était East African Community, les États des États de l'Afrique de l'Est. Et ça, je pense que c'était vraiment un good forum, un bon forum pour la solution de la crise de l'Est du Congo. Parce qu'il y avait la RDC qui est membre de East African Community, il y a l'Ouganda, il y a l'Angola, et plutôt il y a l'Ouganda, il y a le Burundi. Donc, la solution, ce sont des négociations sincères, surtout de la part du régime. Non, mais le régime a dit qu'il est prêt pour les négociations, hein, mais ça doit se passer à Kinshasa, voilà, convoqué par les régimes, par les institutions, et des négociations qui ne doivent pas remettre en cause. Ça, c'est un dialogue de sa manière. Un dialogue de sa manière n'est pas la bienvenue. Cela ne peut pas résoudre la crise. C'est pourquoi j'ai dit des négociations sincères. Et surtout, le gouvernement de Kinshasa doit avoir la volonté de négocier sincèrement. Quand vous parlez sincèrement, vous faites allusion à quoi? Ce que vous appelez ici des causes profondes. Pour vous, quelles sont ces causes profondes? Ce n'est pas facile de les énumérer ici, mais je vous ai dit une cause principale, c'est la discrimination. Voilà. Traitement différencié entre les communautés congolaises. Et aussi la gouvernance, au fait. Il y a un problème de gouvernance qui doivent être très bien étudiés, et négociés et voir comment la gouvernance peut être adaptée aussi sur toute l'étendue du territoire. Voilà. Merci beaucoup. Un mot alors sur M. Tshisekedi. Il dit « Je n'ai pas besoin d'un troisième mandat, mais si le peuple me le demande, je le ferai. » Je suis d'ailleurs heureux, vous êtes juriste, avocat. C'est vraiment dans vocable. Est-ce que le peuple, comme souverain suprême des suprêmes, lui qui a voté la Constitution, Tshisekedi n'a-t-il pas raison aujourd'hui de lui remettre sa souveraineté et de jeter son sort entre ses bras? Quand il dit, si le peuple me le demande, j'accepterai. Est-ce que vous comprenez la volonté de Tshisekedi, ou plutôt la pensée de Tshisekedi, de renvoyer la question de ce troisième mandat entre le mains de la politique? Ce même peuple, vous les avez vus dans la manifestation, s'est manifesté contre Tshisekedi. Et même à Kinshasa, je pense que ça doit commencer à chauffer. Donc ce même peuple aussi, si le même peuple dit non, qu'est-ce qu'il va faire? En fait, lui, peut-être ce qu'il appelle son propre peuple, mais le mandat présidentiel est limité par la Constitution, bien sûr. Et lui veut sa volonté de le changer pour son propre intérêt. Au fait, le changement de la Constitution doit être fait pour un intérêt général, mais pas pour un intérêt propre. Il a peur des élections en fait, et il a peur de donner le pouvoir à une autre personne. Non, mais si aujourd'hui... Parce qu'il a commis beaucoup de crimes. Ah, Tshisekedi, c'est un criminel? Bien sûr. Sérieux? Est-ce que vous savez qu'il y a un cas qui est ici en Belgique sur le pillage des minerais? Et le criminel aussi, ce qu'il fait à Minembwe, c'est quoi? Ça, ce sont des crimes imprescriptibles. Les crimes de guerre, crimes contre l'humanité, crimes de génocide, ce sont imprescriptibles. Donc, à tout moment, vous pouvez être poursuivi. Et c'est pourquoi il a peur de laisser le pouvoir. S'il laisse, il y a la justice derrière lui, bien sûr. Donc pour vous, il veut changer la Constitution pour son propre sort, pour se maintenir au pouvoir? Bien sûr, bien sûr. Et c'est pourquoi même il donne les minéraux aux Américains, pour qu'ils les soutiennent. On l'a vu dans des négociations qui se passent et après, les Américains mettent pression sur une partie. C'est ça, au fait. Mais quand il dit que cette Constitution est une Constitution des étrangers,
qui n'est plus en phase avec nos réalités. Là aussi, vous croyez que c'est du tralala. Hein. Dans le fond, il n'a pas... Mais des étrangers, une constitution qui est là, qui est valide, il continue. Rédigé par les institutions et qui... Une constitution qui lui a mis au pouvoir. C'est une constitution des étrangers. Parce qu'il veut quitter, lorsqu'il venait au pouvoir, il n'a pas dit que c'est une constitution des étrangers. Mais comme il veut quitter, il appelle des étrangers. Mais non, ce n'est pas une constitution des étrangers, c'est une constitution qui a été votée par les Congolais. À moins qu'il appelle maintenant tout le peuple congolais qu'il avait voté étranger, alors c'est lui qui serait étranger. Parce que la constitution a été votée par référendum par le peuple congolais. Il y a eu des bureaux de vote. Et s'ils disent que c'est une constitution des étrangers, peut-être lui serait étranger à ces peuples. En fait, s'il dit des étrangers, il faut voir le mécanisme de l'adoption juridique. Il a été étranger, adopté. belligérant, il a une constitution de belligérants. Peut-être. En fait, c'est ça. S'il dit des belligérants, mais on a vu les gens aller aux urnes. Et pourquoi il amène ces discussions à la fin de son mandat? En fait, c'est ça le problème que les gens doivent se poser. C'est une question qu'il amène à la fin de son mandat. Mais je pense que tout ce qu'il fait, il sait très bien qu'il ne va pas réussir. Il ne changera pas la constitution pour vous. Ça va pas passer. Il ne réussira pas. Et s'il le fait, c'est le chaos, je pense. Comment ça, c'est le chaos? On a vu, on a des opposants qui s'opposent. On a le peuple qui dit non. Les opposants qui viennent d'ailleurs de se regrouper autour de ce qu'ils appellent désormais Série 64, vous leur donnez une chance? Fayulu, Katumbi, Matata, Cessara et les autres, ils ont aujourd'hui ce qu'ils appellent les C64. Est-ce qu'ils ont une chance de freiner Tshisekedi dans sa quête de changement de la Constitution? Pour moi, il n'y a pas de différence entre Fayulu et Tshisekedi. C'est un allié de Tshisekedi. S'il se rétracte maintenant derrière ça, il cherche seulement comment dribbler. Vous ne croyez pas en Fayulu, vous? Non. Donc sa présence dans cette affaire-là diminue... La crédibilité pour moi, c'est ça. Sa présence diminue la crédibilité. Vous ne croyez pas que ce 64 fera quelque chose dès lors que Fayulu est là? Non. Il n'y a pas une différence entre Fayulu et Tshisekedi. Donc Fayulu, on le connaît, on connaît son discours. Est-ce que vous ne le dites pas parce qu'il s'oppose au Banyamulenge? Est-ce que c'est pas une haine? Non, ce n'est pas une haine. Tient un discours un peu mais je dis que réniant. c'est quoi? C'est la cohésion. Ce que je vous ai dit, c'est la cohésion. Un discours qui divise les Congolais, celui-là ne peut pas bâtir une nation. Et je me demande pourquoi Moïse même est parti là. Je me demande si c'est pour des calculs politiques, mais je me demande s'ils ont confiance à ça. Mais voilà. Vous dites quoi, Moïse Katumbi, il ne devait pas être là? Vous lui reprochez sa présence dans cette affaire? Je ne lui reproche pas, c'est son point de vue, mais je vois que c'est s'embourber. Voilà, c'est s'embourber. Monsieur Jean-Pierre, on va terminer cette émission. Toutes les analyses les plus sérieuses et les commentaires démontrent que ce pays-là, à l'allure où vont les choses, on va insister, si rien ne fait, une sorte d'implosion. Il y en a qui parlent d'un collapse state, donc un état en plein effondrement qui n'existe pas, le taux de corruption exagéré, de l'inconscience, de l'irresponsabilité. Tous les indicateurs au Congo sont absolument rouges. Vous croyez encore à l'avenir du Congo comme un grand pays? Vous pensez que c'est encore possible de changer? Est-ce que vous pensez que ça changera? Est-ce que vous pensez que ce pays, finalement, réussira à se remettre debout un jour? Bien sûr. C'est pourquoi je vous ai dit qu'il y a déjà un mouvement qui est sur le terrain. Le mouvement qu'on parlait tout de suite. AFCM 23. Non, je vous dis, il y a un mouvement déjà sur le terrain. C'est quel mouvement? Voilà. AFCM 23? Il y a un mouvement sur le terrain, vous venez de le dire vous-même. AFCM 23? Il y a un mouvement sur le terrain et aussi, mais qu'il faut fédérer, bien sûr, avec d'autres opposants pour chasser le régime. Bien sûr, il faut une fédération, fédération politique, mais il est déjà sur le terrain. C'est possible, ne perdons pas espoir. Bien sûr, c'est possible. C'est le message que vous dites aux Congolais. C'est possible. Si on travaille, ça peut aller. Un travail en commun, ça doit aller. Ça doit aller. Le régime est passager. Nous savons que c'est vraiment passager. Il y a des gens qui travaillent comme vous et les autres pour que ce pays soit meilleur. Allez, Jean-Pierre Mouchambéré, grand merci à vous.
Ça a été un grand plaisir. Souffrez que je vous appelle de temps en temps pour que vous veniez un peu, comme je disais, nous arroser un peu Voilà. Parce qu'il y a beaucoup de débats, il y a beaucoup de on-dit, Ouais. il y a beaucoup de choses sur nos compatriotes Banyamulenge. Ouais. Mais avoir quelqu'un de cette communauté-là qui Ouais. milite aussi pour arrêter toute cette stigmatisation est une très bonne chose. Donc, de temps en temps, je ferai appel à vous et ne nous chassez pas, ne nous fermez pas les portes. Donc, de temps en temps, vous deviendrez une source quand même d'informations sur cette communauté. Grand merci à vous d'avoir accepté cette invitation et bonne chance pour les manifestations et les rencontres que vous faites dans le cadre de l'unité et de la paix entre les communautés. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vous Merci d'être remercie venu nous toi voir. aussi. Merci. Allez, cette émission est terminée, madame, monsieur. Je rappelle que l'invité de ce soir, c'était monsieur Jean-Pierre Mouchambéré, qui est membre de l'association Ubuntu, Association pour la paix et le développement dans la région des Grands Lacs. Avec lui, on a fait un peu la lecture de l'actualité dans ce coin de la République, mais aussi à l'actualité politique au pays. Merci à l'équipe technique qui m'a permis d'entrer en contact avec vous. Docteur, grand merci et chapeau bas à toi. De tous les temps et de tous les jours, il est toujours là. Notre ami Jason était également de la partie. Retrouvons-nous sur cette chaîne pour d'autres numéros de cette émission. Bonsoir et à la prochaine. Merci.